Tu crois peut-être que les tatouages sont de simples ornements. Des choix esthétiques, des symboles à la mode, des traces d'une époque ou d'une émotion. Mais si je te disais que certains tatouages féminins cachent des vérités psychologiques que personne n'ose nommer? Que derrière l'encre, il y a des blessures non guéries, des désirs enfouis, des cris silencieux gravés dans la chair. Freud, lui, aurait vu bien plus qu'un dessin. Il aurait vu un symptôme. Une signature de l'inconscient. Un message codé émanant du refoulé. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. Pourquoi? Parce que cette vérité dérange. Elle ébranle le confort des apparences. Dans cette vidéo, on va plonger dans ce que beaucoup refusent de voir. Si tu es prêt à affronter cette part de réel, commente « Je suis prêt à voir ce que les autres fuient ». Abonne-toi. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre, tu ne pourras plus jamais l'oublier. Au tournant du XXe siècle, alors que l'Europe se fissure entre progrès technique et chaos existentiel, un homme ose poser les questions que personne ne veut entendre. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, ne cherche pas à plaire. Il veut comprendre. Et ce qu'il découvre le hante, derrière les comportements les plus anodins, derrière les gestes les plus décoratifs, se cache un théâtre invisible, celui de l'inconscient. Pour Freud, tout signe, tout symbole, tout choix corporel est un langage masqué. Une tentative de dire ce qui ne peut être dit. Aujourd'hui encore, la société moderne parle de liberté, d'expression de soi. Mais elle oublie de se demander qui parle vraiment à travers ces tatouages. L'âme ou la blessure? Ce que la philosophie contemporaine a ignoré, la psychologie l'a deviné. Et ce que nous avons refoulé, c'est précisément ce qui nous façonne. Il faut commencer par une vérité que peu acceptent, le corps humain n'est jamais neutre. Il parle, même quand on se tait. Et dans une époque qui fuit l'introspection, il est devenu le dernier refuge de l'inconscient. Les tatouages féminins ne sont pas seulement des choix esthétiques. Ils sont des mises en scène. Des écritures silencieuses du moi blessé, du moi en quête de sens, du moi fragmenté par les contradictions modernes. Ce que Freud appelait le « retour du refoulé », nous le portons désormais à la surface de la peau. Et si tu apprends à lire, tu comprendras que derrière chaque motif se cache une histoire que même celle qui le porte ne connaît pas entièrement. Regarde bien, le papillon sur l'omoplate, la rose sur la cuisse, les lettres latines sur la clavicule, le serpent enroulé autour de l'avant-bras. Rien n'est laissé au hasard. Ces symboles n'émergent pas du vide. Ils surgissent d'un besoin d'identification, d'un cri intérieur qui veut dire « Vois-moi autrement, reconnais ce que je ne peux te dire, lis ma souffrance à travers ma beauté ». Pour Freud, c'est l'anatomie du symptôme. Le désir inconscient se déguise, se déplace, se sublime. Et souvent, plus l'émotion est enfouie, plus le tatouage est visible. Ce n'est pas une provocation, c'est un aveu. Beaucoup de femmes tatouées affirment que c'est un acte de liberté. Mais Freud aurait posé une autre question. Liberté face à quoi? Et surtout, de quoi essaie-t-on de se libérer? Ce que la société célèbre comme une affirmation de soi pourrait bien être, en réalité, une tentative de reconquête intérieure. Car le tatouage, souvent, apparaît après un choc, une rupture, une trahison, un deuil, un réveil brutal à la vérité d'un monde froid et instable. Il devient alors un rituel, un marquage existentiel. Comme si la douleur gravée dans la peau pouvait anesthésier celle qui hante l'âme. Le psychanalyste Jung, dans Le sillage de Freud, parlait de « symboles vivants », des images chargées d'énergie inconsciente. Les tatouages ne sont pas décoratifs. Ils sont des portes ouvertes sur le mythe personnel. Certains symboles reviennent en boucle, génération après génération, parce qu'ils incarnent les grandes forces archétypales. La transformation, le papillon, la résilience, le phénix, la sexualité, le serpent, la blessure amoureuse, la rose. Ce n'est pas anodin. C'est la preuve que l'inconscient collectif, ce réseau souterrain que Jung décrivait, cherche à parler à travers nous, même si nous n'en comprenons pas les mots. Mais il y a plus grave. Dans certains cas, le tatouage devient un masque. Une forme de camouflage psychique. Une manière d'orienter le regard de l'autre pour ne pas lui laisser voir ce qui, au fond, fait mal. On attire l'attention sur le décor, pour éviter qu'on ne perçoive le vide intérieur. Le paradoxe est cruel, plus l'être est fracturé, plus il cherche à se reconstruire à travers des marques extérieures. Et plus il se reconstruit en surface, plus il risque de s'éloigner de la vraie guérison.
Freud disait que l'homme fuit la vérité, non parce qu'elle est introuvable, mais parce qu'elle est insupportable. Et parfois, ce que l'on tatoue, ce n'est pas la vérité, c'est son déni. Il faut aussi comprendre le contexte. La femme moderne vit dans une tension presque intenable. D'un côté, elle est poussée à l'émancipation, à l'affirmation, à la rébellion contre les normes passées. De l'autre, elle est toujours jugée, comparée, réduite à son apparence. Le corps devient un champ de bataille. Le tatouage, un drapeau planté sur ce territoire. Mais aucun drapeau ne guérit les cicatrices invisibles. Freud aurait vu là une névrose collective, une société qui ne soigne plus l'âme, mais la déguise. Et plus la souffrance est banalisée, plus les marques se banalisent aussi. Ce n'est plus un acte sacré, c'est un acte répété, vidé de sa force symbolique. Tu remarqueras que certaines femmes recouvrent tout leur corps. Pas par goût uniquement, mais parce qu'il y a une lutte en elles. Une lutte contre l'informe, contre l'oubli, contre l'effacement de leur individualité dans une société uniformisée. Le tatouage devient alors une carte. Une façon de dire « Je suis unique, je suis vivante, je me tiens debout malgré les coups ». Mais encore une fois, Freud aurait demandé « Qui parle ici ? La personne ou sa blessure ?» Car si le tatouage est un langage, il faut aussi écouter ce qu'il cherche à cacher. Et puis il y a l'effet miroir. Certains tatouages ne sont pas faits pour soi, mais pour les autres. Pour séduire, intriguer, défier, provoquer une réaction. Là encore, on quitte le terrain de la conscience. On entre dans celui du besoin. Le besoin d'exister dans le regard d'autrui. Le besoin d'être aimé non pour ce que l'on est, mais pour l'image qu'on projette. Freud appelait cela l'économie libidinale, une circulation d'énergie qui vise la reconnaissance, parfois au détriment de la vérité. Le tatouage devient un investissement psychique. Et comme tout investissement, il révèle une stratégie, souvent inconsciente. Tout ceci ne veut pas dire que chaque tatouage est pathologique. Mais cela signifie que chaque tatouage mérite d'être interrogé. Non pour juger, mais pour comprendre. Et c'est peut-être ça, la véritable audace. Ne pas se contenter de la surface, mais oser plonger dans ce que le symbole cherche à dire et surtout dans ce qu'il tait. Ce qui est fascinant, et en même temps troublant, c'est que certains tatouages ne sont pas choisis, ils sont appelés. Comme si l'image se présentait d'elle-même, comme une évidence silencieuse. Et ce que Freud aurait vu là, c'est l'expression d'un désir inconscient qui ne passe pas par la pensée, mais par l'impulsion. Un choix qui semble libre, mais qui en réalité est dicté par des forces souterraines. C'est ici que réside le paradoxe central. Le tatouage se veut un acte de pouvoir, alors qu'il est souvent une confession déguisée d'impuissance intérieure. Une tentative de réécrire un récit de soi que l'on subit plus qu'on ne le maîtrise. Dans la pratique clinique, Freud observait que les symptômes n'étaient jamais absurdes. Ils avaient une logique cachée. Une logique tordue, parfois douloureuse, mais toujours significative. Le tatouage peut être vu comme un symptôme social. Il témoigne d'un conflit entre l'identité intérieure et les rôles imposés par la culture. Dans une époque où la femme doit être à la fois libre et séduisante, forte et vulnérable, maternelle et indépendante, comment trouver un équilibre sans se fragmenter ? Le tatouage devient alors un talisman contre cette dislocation. Mais comme tout talisman, il trahit la peur. La peur d'être invisible. La peur d'être oublié. La peur de ne pas suffire. Certains tatouages sont une tentative de reconquête. Une volonté de réécrire son propre corps, comme on corrigerait une faute dans un texte intime. Mais cette réécriture, aussi belle soit-elle, part souvent d'une blessure. Une femme trahit tatoue une date, un mot, une phrase comme pour garder une trace de ce qu'on a tenté d'effacer. Une autre, marquée par l'abandon, choisit une image puissante, agressive, comme pour dire je ne tomberai plus jamais. Ce ne sont pas des décorations. Ce sont des monuments intérieurs. Des pierres tombales parfois. Des cris muets souvent. Freud, et plus tard Lacan, nous ont appris que le sujet humain est toujours divisé. Ce que je veux consciemment n'est pas toujours ce que je désire profondément. Et ce que je montre n'est pas forcément ce que je suis. Le tatouage féminin devient alors un théâtre de cette division. Il est à la fois un masque et un miroir. Il cache et révèle. Il attire l'autre, tout en tenant à distance. Il dit « Regarde-moi, mais ne me vois pas entièrement ». C'est ici que s'installe le piège. Car si le tatouage devient le principal vecteur de reconnaissance,
alors l'identité réelle se dissout dans l'image. On n'existe non plus en profondeur, mais en surface. Et cette surface est facilement manipulable. Regarde comment les tendances influencent les choix de tatouage. Ce qui est à la mode devient le langage collectif. On ne parle plus depuis son intériorité, on parle depuis Instagram, depuis Pinterest, depuis ce que l'époque considère comme beau, mystérieux, femme forte. Mais derrière ces masques culturels, combien de femmes cherchent encore leur propre voix? Freud aurait vu là une forme de servitude déguisée. On croit s'émanciper en suivant une tendance, alors qu'on s'y enchaîne. On tatoue l'image d'un idéal imposé, et on l'appelle choix personnel. Le plus douloureux, c'est que ce processus se déroule souvent sans conscience. Ce que Freud appelait la résistance, cette force intérieure qui nous empêche de voir ce qui nous fait souffrir, est à l'œuvre ici aussi. On ne veut pas entendre que nos choix corporels sont dictés par des douleurs anciennes. On préfère parler de liberté, d'art, d'expression de soi. Mais ce soi-là, est-il vraiment libre? Ou n'est-il qu'un patchwork de blessures mal cicatrisées et de désirs refoulés? Le vrai courage n'est pas dans l'aiguille qui perce la peau. Il est dans la lucidité de se regarder en face, sans filtre, sans justification. Et puis il y a cette vérité étrange, certains tatouages vieillissent mal. Non pas à cause du corps, mais à cause de l'âme. Ce qui semblait nous représenter finit par nous trahir. Le nom de celui qu'on aimait devient une cicatrice. Le symbole de la rébellion devient une cage. L'image de la liberté devient un rappel quotidien de la dépendance. Freud aurait dit que le symptôme finit toujours par revenir. Il change de forme, mais jamais de fond. Ce que l'on ne comprend pas finit toujours par nous dominer. Et dans ce chaos symbolique, une question persiste, silencieuse, vertigineuse. Et si je n'étais pas celle que je montre? Et si mon corps racontait une histoire que je ne veux pas entendre? Et si, au fond, ces tatouages n'étaient pas une affirmation de moi, mais une fuite déguisée? Une fuite loin de mes contradictions, de mes douleurs d'enfance, de mon besoin d'amour non comblé. Car c'est cela que Freud voulait montrer, que derrière chaque acte humain, même le plus banal, il y a une vérité ignorée. Et que cette vérité, si on ose la regarder, peut transformer une vie. Le tatouage n'est pas un mal. Il peut être une œuvre de sens. Il peut aussi devenir un rituel sacré, une guérison visible, une déclaration authentique. Mais cela n'arrive que lorsque l'on sait ce que l'on fait. Lorsque le choix vient d'un lieu profond, non d'une pulsion ou d'un mirage culturel. Lorsque le corps ne supplée pas à l'absence de parole, mais devient le prolongement d'une parole vraie. Ce que la psychologie moderne a oublié, Freud l'avait pressenti. Le symptôme est une vérité étouffée. Et parfois, cette vérité, nous la portons, en pleine lumière, sans jamais la voir. Maintenant que tu as entendu tout cela, peut-être ressens-tu une tension. Une inquiétude. Une question silencieuse. Et moi, que disent mes marques, mes choix, mes silences? Car au fond, ce n'est pas une vidéo sur les tatouages. C'est une vidéo sur toi. Sur ta relation avec ton propre corps. Avec ton histoire. Avec ton inconscient. Et si tu veux commencer un véritable travail de réconciliation intérieure, il faut apprendre à faire ce que la majorité évite. Écouter ce qui ne se dit pas. La première pratique, c'est le regard nu. Prends le temps, seul, en silence, devant un miroir. Pas pour juger. Pas pour embellir. Mais pour observer. Regarde chaque symbole que tu portes, tatoué ou non. Observe les cicatrices, les rides, les choix corporels. Demande-toi, pourquoi ai-je voulu ressembler à cela? Qui cherchais-je à plaire, à protéger, à défier? Ne cherche pas de réponse immédiate. Ce n'est pas un test. C'est une ouverture. Laisse les souvenirs remonter. Laisse les émotions s'exprimer. Car souvent, ce que le corps exprime, c'est ce que le cœur a étouffé depuis des années. Deuxième pratique, l'écriture de vérité. Prends un carnet. Et écris l'histoire de ton ou de tes tatouages ou de toute transformation corporelle que tu as subie ou choisie. Raconte ce que tu vivais à ce moment-là. Ce que tu ressentais. Ce que tu voulais fuir, retrouver, conquérir. Écris sans filtre, sans logique. Écris pour te rencontrer. Et relis. Car ce que tu découvriras, c'est que bien des actes que tu pensais esthétiques étaient en réalité existentiels. Des gestes de survie. Des rituels de résistance. Et c'est dans cette lecture que commence la guérison.
Troisième pratique, la symbolisation consciente. Si tu envisages un tatouage, ou tout autre acte lié au corps, ne le fais pas dans l'impulsion. Médite sur le symbole. Demande-toi ce qu'il active en toi. Va au-delà de la mode, de l'image, du fantasme. Lis sur le sens profond de ce symbole dans différentes cultures. Explore sa charge mythologique, archétypale. Jung disait que les symboles vivants parlent à l'inconscient. Alors choisis un symbole qui t'élève, qui te guide, qui te rappelle ta mission, pas simplement un motif flatteur. Il ne s'agit pas de censurer ton corps, mais de sacraliser ton rapport à lui. Quatrième pratique, le silence intérieur. Beaucoup de nos décisions sont faites dans le bruit. Celui des réseaux, des attentes, du regard des autres. Mais ce n'est que dans le silence qu'apparaît le vrai désir. Pratique des instants sans téléphone, sans distraction. Marche seul. Écoute la voix en dessous de la voix. Celle qui ne crie pas, mais qui sait. Car elle te dira ce que ton âme réclame vraiment. Peut-être qu'elle te dira de marquer ton corps, peut-être qu'elle te dira de l'apaiser. Mais elle te dira la vérité. Et elle ne ment jamais. Cinquième pratique, la réconciliation symbolique. Si tu portes un tatouage qui aujourd'hui ne te ressemble plus, ne le renie pas. Il faisait partie de ton voyage. Mais redonne-lui un sens. Crée un rituel. Écris-lui une lettre. Remercie ce que tu étais. Et affirme ce que tu deviens. La transformation intérieure passe par l'acceptation de ces anciennes versions. Ce n'est pas l'oubli qui guérit, c'est l'intégration. Freud disait que ce que l'on ne fait pas conscient revient sous forme de destin. Alors transforme ton passé en sagesse, pas en fardeau. Enfin, pratique l'écoute des autres sans jugement. La prochaine fois que tu croiseras une femme tatouée, ne te limite pas à l'apparence. Demande-toi, quelle histoire cherche-t-elle à préserver, à dire ou à conjurer? Cela développera en toi une forme d'intelligence que peu possède, la capacité à lire au-delà du visible. Et cette capacité, c'est ce qui distingue l'homme lucide de l'homme superficiel. C'est ce qui ouvre la voie à une autre qualité de présence dans ce monde. Tu sais maintenant ce que peu osent regarder. Que le tatouage n'est jamais innocent. Qu'il est un message silencieux, souvent adressé à soi-même, parfois aux autres, mais toujours chargé de mémoire. Ce que Freud, Jung et tant d'autres ont tenté de révéler, c'est que l'être humain ne s'appartient vraiment que s'il apprend à lire ses propres symboles. Sinon, il est condamné à répéter, à marquer, à fuir sans jamais comprendre ce qu'il fuit. Le corps est un livre sacré. Il porte l'histoire d'une vie entière, même lorsqu'on tente de la maquiller. Chaque trace, chaque pli, chaque marque, visible ou invisible, est une phrase du récit que l'âme cherche à écrire. Mais seuls ceux qui ont le courage de regarder en face peuvent lire ce texte sans se détourner. Alors demande-toi, à cet instant précis, ce que je montre, est-ce ce que je suis, ou ce que j'ai peur d'être? Tu n'as pas besoin de juger tes choix passés. Tu n'as pas besoin de regretter. Mais tu as le devoir, si tu veux grandir, de les comprendre. De les éclairer. Car dans cette compréhension commence une forme de liberté réelle. Non pas celle qu'on proclame avec arrogance, mais celle qui naît dans le silence, quand tu es seul avec toi-même, et que tu cesses enfin de te mentir. Si cette vidéo a résonné en toi, alors partage-la. Commente ce que ton propre corps t'a révélé. Et surtout, abonne-toi si tu veux continuer ce chemin d'introspection lucide. Ici, on ne cherche pas le confort. On cherche la clarté. Et parfois, une seule vérité bien vue vaut plus qu'une vie entière dans l'ombre.